On peut attendre quelques secondes. C'est comme un bateau. Bonjour Alain. Bonjour. T'as toujours ton t-shirt Alors c'est un t-shirt qu'on avait fait éditer pour la première manifestation contre les placements abusifs et la pédocriminalité à Paris. C'était place du Trocadéro. Et, donc on les a un petit peu distribués et maintenant on revendique ça toujours. Parce que effectivement quelques mois de lutte ça ne suffit pas. Néanmoins il y a beaucoup de gens qui sont de plus en plus sensibilisés à ce problème. Tu peux nous dire ce qu'on fait ici? On est devant le tribunal judiciaire de Créteil. Créteil. À Créteil. C'est ici que l'aventure a commencé en fait. Ah bon? C'est un petit peu un retour aux sources. Par rapport à Mounia qui est juste derrière nous, c'est surtout elle qui est concernée par cette action. Étant donné que ces deux enfants ont été placés de manière illégitime, quasiment illégale. Nous on parle de placements illégaux, placés illégalement plutôt qu'abusivement. Parce qu'un abus, voilà, on peut le corriger, mais face à une illégalité, il faut des semaines, voire des mois, des années d'efforts et de combats. Donc ici, quand j'ai rencontré Mounia, il y a plus de 6 mois, c'est le 4 juillet, le jour de la fête d'indépendance des États-Unis, donc on s'en rappelle forcément. Elle était toute seule, dans le chaud, dans le froid, indépendamment de la température, pour manifester avec 4 pancartes contre ce placement donc illégal de ces enfants, ces 2 enfants qui sont en bas âge en fait. Donc elle vous dira ça plus précisément. Et je la connaissais pas, donc j'ai été la voir et puis elle m'a expliqué son histoire ici même, alors que j'étais venu en fait primitivement pour en soutien à Tahabouaf qui était donc injustement accusé par ces policiers qui l'avaient molesté. C'est quand même un comble. Et donc je l'ai rencontré et puis petit à petit c'est lien à lien et maintenant on combat ensemble contre ce placement qui la concerne et en fait tous les placements jugés abusifs, donc illégaux, de toutes les mamans et tous les papas qui cherchent à récupérer leurs enfants. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est un petit peu le retour aux sources et aussi parce que on remet un petit peu de pression du côté des magistrats et des éducateurs qui veulent rien entendre, qui continuent à réitérer leurs décisions entre guillemets de placement qui n'ont pas lieu d'être. Je rappelle, elle vous le dira plus précisément, que ces enfants ont été placés parce qu'il y a eu une carence éducative. Ne me demandez pas d'expliquer ce que c'est, à quel niveau ça se situe, etc. parce qu'on n'a pas dit suffisamment l'alphabet aux enfants, je ne sais pas ce que c'est qu'une carence éducative. Mais bref, on place les enfants aujourd'hui parce qu'un parent est isolé, parce que le lien est fusionnel. Fusionnel par rapport à quoi? Bon, on a entendu des histoires comme un enfant, on faisait un petit bisou, un petit peu sur la bouche, etc. Une fois avant qu'il s'endorme, c'est un lien fusionnel. Donc ce genre d'absurdité est toléré par les magistrats qui entérinent les décisions des éducateurs. Jusqu'où on va laisser faire ça, quoi. Donc nous, en tout cas, on se bouge le cul, je suis désolé de dire ça crûment, on se mobilise contre cet état des lieux, cet état de fait qui est injuste. Voilà, c'est ça la raison même, à mon avis, c'est la raison même de la lutte, en fait. Voilà. Parce que c'est l'avenir des enfants, rappelons-le, quoi. Les enfants sont en danger. En plus, la plupart du temps, ils sont placés dans des endroits où ils sont maltraités aussi. La plupart des placements, enfin la plupart, je ne sais pas, c'est-à-dire au moins la moitié, sont légitimes. Il faut le dire, parce qu'il y a des familles qui les maltraitent, et donc forcément il faut une structure d'accueil à ce niveau. Mais pas tous.
Je rappelle le rapport de Pierre Nave en 2018 qui disait que plus de la moitié des placements, c'est en 2018, il y a 2 ans à peine, donc plus de la moitié des placements n'ont pas lieu d'être. C'est ces mots. Voilà. Et il était directeur de l'ASOS. Voilà, c'est un directeur, bref. Pourquoi ça continue? Donc on est là pour protester. Alors il y a une raison aussi par rapport à Mounia, c'est que voilà, on lui reproche finalement de se défendre, de vouloir récupérer ses enfants. Vous voyez à quel niveau on est, quoi. Les enfants, c'est la chair de sa chair. Quelle illégitimité y a-t-il à ne pas vouloir récupérer ses enfants? Est-ce qu'elle ne proteste pas, qu'elle aille jusqu'au bout? Et encore là, on fait dans le soft. Je veux dire, on ne va pas envahir le tribunal à 1000 pour essayer... bref, voilà, on est dans le soft, dans les actions revendicatives, on est dans les manifestations pacifiques et bienveillantes, quoi. Donc imaginez la douleur de cette maman, imaginez la douleur de toutes ces mamans, imaginez la douleur des papas aussi. Par contre, les papas, ils ne sont pas souvent là, c'est souvent les mamans qui se battent pour leurs enfants. Mais en tous les cas, des parents qui sont privés de leurs enfants. On a brisé le lien familial, je ne sais pas si vous vous rendez compte, quoi. Ces enfants sont mis dans une structure où il y a soi-disant un remplacement affectif, mais ça ne remplacera jamais les parents. Elle a une visite en ce qui la concerne tous les 15 jours, en gros, quoi. C'est-à-dire qu'elle les voit 1 heure, 2 fois par mois. Je sais pas, moi, il y a longtemps que j'aurais craqué. Et vous voyez, là on voit en fait la force de ces femmes, de ces parents, parce que malgré tout ça, ça fait 3 ans qu'elle cherche à le récupérer. Et ben, elle est toujours là, à se battre. Vous les parents qui nous regardez, j'aimerais bien que vous preniez non pas exemple, mais en tout cas conseil à ce niveau, parce que si vous vous laissez abattre, c'est eux qui auront gagné. Vous n'arriverez jamais à les récupérer en attendant ou en essayant de négocier avec l'ASE. On parle de l'ASE, c'est l'aide sociale à l'enfance. Vous les récupérerez si vous montrez vraiment que vous voulez les récupérer. C'est-à-dire si vous vous battez contre une structure finalement inhumaine. Parce que c'est ça, quoi. Il faut montrer que vous êtes plus empathique, que vous avez de l'émotion, que vous ressentez quelque chose. Et là, peut-être que ça va faire bouger les choses. Et surtout, qu'on est avec vous, parce que vous devez être avec nous. Nous, on est là en soutien. On a notre page Facebook, nous sauvons nos enfants, protégeons l'innocence, dans lesquels on met en exergue tout ce genre de problèmes. Mais vous devez aussi, vous bougez le cul. Je suis désolé de dire ça comme ça, mais si vous ne bougez pas, ça vous passera sous le nez. Voilà. Donc bougez avec nous. Merci. Merci Alain. On va voir Mounia. Tu as rencontré Mounia ici à cette époque. Tu nous as dit quelle époque en fait? 4 juillet. 4 juillet. C'était quand? Cette année? Ouais, cette année. Enfin l'année 2020, je veux dire. Il y a 6 mois. 6 mois. Et ça t'a touché. Depuis, tu luttes, tu es sur les manifestations pour les placements abusifs, contre les placements abusifs. Exactement. Ce que j'ai pas dit, c'est qu'elle était en train de faire une grève de la faim. Ah mince. Donc elle était à une extrémité. On a réussi à finalement lui faire accepter le fait qu'elle ne faisait que se détruire elle-même. Qu'elle se mettait en danger elle-même et qu'elle ne mettait pas du tout en danger la structure contre laquelle elle combattait. Mais avant de connaître Mounia, tu avais connu ça dans ta famille ou parmi tes proches? Des personnes qui ont des d'enfants passés? Je suis arrivé comme un cheveu sur la soupe. Ça t'a touché et depuis tu es souvent avec Mounia en train de déclarer une manif ou participer? Faut lui montrer qu'elle n'est pas toute seule, comme tous les autres parents. Du coup, la procureure de la République qui demande le placement que je trouve à leur mes droits, d'après elle. Voilà. Elle s'appelle Laure Béco, c'est votre nom? Oui, c'est la procureure de la République. Elle s'appelle Laure Béco? Ouais. Elle a changé, c'est pas Madame Nakache, non? Madame quoi? Madame Nakache, elle était... Non, c'est elle. C'est son nom. Donc voilà. Donc sans parler du fait que... Je fais trop de valoir mes droits? Bien, bonjour. Alors, explique-nous ce qui t'arrive. Alors, moi, aujourd'hui, je suis là parce que j'ai reçu le dernier jugement qui est une catastrophe. C'est-à-dire qu'en plus du fait que la juge admet clairement qu'elle se substitue à la cour d'appel, parce que le seul motif de l'audience, c'est le contradictoire, alors que le contradictoire, la cour d'appel, étaient les seuls à pouvoir statuer à ce sujet. En plus de ça, j'apprends que la procureure de la République demande en réquisition le placement de mes enfants parce que je fais trop valoir mes droits.
J'apprends aussi qu'on m'envoie une stagiaire qu'on ose qualifier de substitut de procureur alors qu'elle est auditrice de justice. C'est son statut. Donc c'est devenu vraiment n'importe quoi, ils ont honte de rien. On me dit que mes enfants ne sont pas maltraités malgré les mails de mon ancienne référente qui admet que l'état de mes enfants est catastrophique. Toutes les photos que j'ai, œil au beurre noir, ils ont admis que mon fils il a été hospitalisé pour des points de suture sur le crâne, les bosses, les oreilles crades, les lèvres brûlées. Mon fils a eu les lèvres brûlées il y a quelques jours. Tout ça, malgré tout, le parquet me dit mes enfants ne sont pas maltraités parce que la procureure de la République n'a pas instruit mes plaintes. Voilà, donc c'est le motif. Donc on a une procureure de la République plus pourrie que tous les autres magistrats sans doute. Parce que là, dans le jugement, en tout cas, on me renvoie au procureur de la République. Donc c'est par rapport à elle que mes enfants sont placés. Donc on a des magistrats vraiment... Alors déjà, pour un magistrat, me reprocher, demander le placement sans critère de danger, sans motif de danger par rapport à mes enfants, mais seulement parce que je fais trop valoir mes droits, c'est une honte pour un magistrat, parce que c'est leur travail. Faire appliquer la loi, le droit, normalement, quand vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez porter plainte, vous pouvez saisir la justice. C'est le droit d'accès à la justice. Donc moi, je le perds. En fait, moi, je suis sanctionnée pour ça. C'est leur travail, leur seul travail, c'est ça. Et je suis sanctionnée parce que je les ai saisis. Voilà. Où sont actuellement vos enfants? En famille d'accueil, donc la même famille d'accueil qui les maltraite. Et voilà, donc je les vois 1 heure toutes les 2 semaines. Je suis punie, vraiment je suis punie. Vous avez dit que vous les avez retrouvés avec les lèvres brûlées, avec des hématomes. Oui, Pourquoi vous ne portez pas plainte contre la famille d'accueil pour violence sur enfant? Je l'ai fait. C'est ce que j'ai fait, j'ai porté plainte contre eux. Et quel était le résultat? Rien, pas de nouvelles, rien. Rien du tout. Ah si, une nouvelle, on me le reproche. Voilà. On vous reproche de dénoncer des violences sur vos enfants qui sont placés par la justice. Oui, procureur de la République, exactement. Voilà, Et c'est les réquisitions. Et pourquoi vous ne portez pas plainte contre le procureur ou contre la juge pour non-assistance à un enfant en danger? Déjà, moi, je peux demander le dépaysement de l'affaire parce que là, j'ai clairement le parquet et le juge des enfants contre moi. C'est-à-dire que là, ils bafouent le droit et la loi, les deux. Déjà, pour une fois encore, je ne vous rendez pas compte, mais un procureur de la République qui vous sanctionne, qui vous reproche de faire valoir vos droits, c'est juste une honte. C'est juste son travail. Donc là, je peux demander le dépaysement. Malheureusement, j'ai reçu le jugement il y a quelques jours, donc je n'ai pas encore fait tout ce qu'il fallait. Mais je vais le faire, bien sûr, je vais le faire. Je ne vais pas laisser tout ça continuer, c'est pas possible. C'est-à-dire que là, on surpasse la honte et le mépris envers les citoyens, envers la justice, envers le droit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais quand il vous arrive quelque chose, parce qu'ils ont le monopole de la justice. Nous, on n'a pas le droit de se faire justice soi-même. Mais quand il vous arrive quelque chose, ils sont le seul moyen de vous protéger. Sinon, ça continue. Voilà, il y a d'ailleurs un article du Code pénal qui interdit à toute personne en fait, qui savent qu'un crime ou un délit a lieu, qui pourrait l'arrêter, mais qui le laisse faire, c'est interdit. Donc là, déjà, elle est condamnable, cette femme. Elle est condamnable. Et le fait qu'elle soit procureure de la République ne change rien. Maintenant, il faudrait qu'il y ait au moins un bon magistrat en France. Il faudrait que les magistrats commencent à faire leur travail. Parce que sinon, ils mettent en danger les citoyens. Qu'en plus de ça, ils humilient la justice et le titre de magistrat. Vraiment, ils leur crachent dessus. Pour moi, ils vomissent sur la justice, sur le titre de magistrat. C'est une honte. Ce qu'ils font, c'est... Il n'y a pas de mots. Est-ce que vous avez essayé d'écrire au président Emmanuel Macron pour... Oui. Séparation des pouvoirs, interdiction d'intervenir, pareil pour le ministre de la Santé et le ministre de la Justice. Voilà, vous pouvez crever devant lui en fait. Il n'y a pas... Tout le monde s'en moque. Mais à un moment, quelqu'un va faire quelque chose et c'est pour ça en fait vous êtes devenus les médias notre seul moyen de nous protéger par rapport à ça. Parce que mine de rien, c'est pas dans le tribunal qu'il y aura la justice. Il faut vraiment que les gens soient au courant et sachent ce qui se passe parce que c'est notre seul moyen de pouvoir défendre nos enfants. Sans ça, ils sont massacrés à huis clos, ils finissent sans abri. Alors la plupart du temps, les enfants, lors de leur placement, ont des violences sexuelles, des viols, des maltraitances. Alors moi, les maltraitances, c'est déjà ça. Pour le reste, j'espère pas. Mais en gros, ils ne vont pas vivre sereinement et ils ne vont pas avoir un bon avenir. Ils finissent sans abri, délinquants, criminels, parfois terroristes aussi. Il ne faut pas oublier les terroristes qui sortent de l'ASE.
Voilà, nous on veut aussi éviter que nos enfants soient détruits. On n'est pas là. Moi, je suis pas là pour moi en fait. Je suis pas là pour moi. C'est pas moi qui suis maltraitée, c'est pas moi qui. Moi, au fond, le jugement, il me concerne pas. Enfin, on m'attaque moi, mais c'est mes enfants qui payent le prix et qui ont les représailles. Et une fois encore, cette fois-ci, je peux même pas critiquer la juge. Enfin, si, je peux la critiquer parce qu'elle a bafoué le droit. Mais pour moi, la vraie responsable, c'est la procureure de la République cette fois-ci. Ces gens sont malades. Ils sont malades. Ils ont un mépris pour le droit qui est juste... Il n'y a aucun criminel en France qui a autant de mépris pour le droit. C'est juste ma position aujourd'hui, ça reste une position. Ce n'est pas un fait. Mais voilà, même les criminels ne causent pas autant de dégâts dans la société. Et ces gens-là, quand même, ils instruisent et statuent combien de fois par jour, quoi. Combien de jugements, combien d'ordonnances, combien d'enquêtes. Et ensuite, ils vous envoient au pénal pour un rien, quand vous n'avez rien fait. Ils ont condamné des gens qui n'avaient absolument rien fait. Mais quand il y a des vrais délinquants, des vrais criminels, bah là, tout le monde s'en sort. Ils s'en sortent parce que moi, je pense qu'ils ont quelque chose à gagner là-dedans. Il doit avoir quelque chose à gagner. C'est pas possible de faire ça juste pour le plaisir de mépriser le droit et la justice, quoi. C'est... Voilà. Et c'est parce qu'on a des magistrats aussi pourris qu'aujourd'hui on en est là. Enfin, je dis pourris, mais criminels. Excusez-moi. Et que fait l'aide à l'enfance? Rien du tout, je n'ai aucun contact avec eux. Il n'y a aucun travail, il n'y a rien. La référente refuse de me donner son mail, son numéro de téléphone. J'ai dû galérer pour retrouver son prénom parce qu'elle a refusé de me le donner. Voilà, je n'ai pas de contact avec eux. Et ça m'a été reproché, ça aussi. Alors que moi, je n'ai pas arrêté de demander à la chef des services un moyen de contacter la référente. Voilà, mais c'est silence radio. Mounia, tu peux nous préciser, pour ceux qui t'écoutent, pourquoi tes enfants sont placés? Pour revenir un petit peu sur ça, même si c'est difficile pour toi, je sais. Je suis là pour protéger mes enfants, donc en parler, c'est vrai qu'au départ c'était compliqué, mais maintenant ça devient quand même un peu plus simple. Moi c'était parce que j'étais mère isolée, soi-disant je ne m'occupais pas des enfants, mes enfants n'avaient pas d'horaire, alors que mes enfants étaient toute la semaine à la crèche, de 9h à 17h. Que le médecin traitant que mes enfants ont vu la veille du placement a dit que mes enfants allaient très bien, qu'ils les voyaient régulièrement et qu'il n'y avait aucun souci. Donc moi, alors ils sont allés dire sans documents médicaux, sans rien, que mes enfants étaient en retard parce que je ne les stimulais pas, alors que le médecin a dit que c'était faux. Ils étaient en fait dans les temps. Ils n'étaient pas non plus en avance, mais ils étaient dans les temps. Donc que je ne changeais jamais les couches de mon fils. Alors étrange, hein, parce que quand même, il y aurait eu un signalement de la crèche ou du médecin. Je veux dire, moi, mes enfants, quand même, ils allaient tous les jours à la crèche. Si je ne changeais pas les couches, ils l'auraient su. Ça a commencé comment? Alors, qu'est-ce qui a lancé l'affaire, enfin l'histoire? Deux éducatrices que je voyais. Donc, moi, j'étais enceinte de mon fils, mais j'étais un peu disputée avec ma mère. Et comme en fait, je paniquais un peu, j'étais mère célibataire, je paniquais un peu à l'idée d'avoir 2 enfants. J'ai juste demandé des conseils, donc on m'a orientée avec des éducatrices. Ils venaient une fois tous les 1 mois et demi, 2 mois. Voilà, donc pendant 8 mois, j'étais la meilleure mère qui soit, hein, limite. Tout était bien, et puis le jour où il fallait arrêter, là j'étais devenue une catastrophe ambulante, c'était inacceptable. Oui, il fallait arrêter, pardon. J'avais trouvé du travail, mes enfants étaient à la crèche, j'étais une bonne mère, d'après elle. Pourquoi vous voulez continuer? Moi j'ai demandé à arrêter. Ah oui, le moment où tu voulais donc ne plus voir ces éducatrices. J'avais trouvé du travail. J'allais pas rester comme ça pendant des années. Parce que c'est tous les 1 mois et demi, 2 mois, mais en fait, il y a eu plusieurs fois où j'ai dû reporter le rendez-vous parce que, j'avais beaucoup de choses, beaucoup d'entretiens d'embauche, ce genre de choses. On peut savoir dans quelle région c'était? En Seine-et-Marne. Seine-et-Marne. Voilà, donc ça a commencé avec le tribunal de Meaux, la juge Marie-Hélène Chaumet, donc la même qui a remis un bébé à des parents qui l'ont tué d'ailleurs, hein, et qui avait enterré le bébé, je crois c'était à la forêt de Fontainebleau, quelque chose comme ça. Donc ensuite, il y a eu la juge Anne Eviard, ensuite Sonia Panglose. J'avais 2 week-ends par mois à la moitié de vacances scolaires et en fait j'avais emménagé à la juridiction de Créteil. Et ça a vraiment été une catastrophe, mais là c'est un monde parallèle, hein. C'est déjà un monde parallèle depuis le début. C'est-à-dire vous n'en revenez pas de ce qui se passe. Mais là ça a été même pire, c'est avec la juge Charlotte de l'Est qui elle n'essaye même pas de me faire passer pour quelqu'un. C'est-à-dire que moi on me disait j'étais fatiguée, j'avais l'air épuisée, tout ça. Là elle n'essaye même pas.
C'est juste, elle bafoue les droits, la loi, c'est tout. Elle n'a même pas besoin de dire quoi que ce soit. Elle n'en a rien à faire. C'est-à-dire qu'elle a mis dans le jugement le nom en substitut du procureur d'une stagiaire. Je vous rappelle que c'est public, c'est en décret, les nominations sont en décret. Hein. Voilà, j'ai juste 3 secondes et je trouve que c'est pas une magistrate. Je sais que c'est pas une substitut du procureur. Elle en a rien à faire. Elle met dans le jugement clairement que le seul but de l'audience, c'était parce que fin octobre, il y avait une audience, mais que j'avais pas été convoquée et que j'avais fait appel, en gros. Et donc, voilà, une autre audience pour me donner contradictoire. Sauf qu'elle n'est pas compétente pour statuer là-dessus. C'est la cour d'appel. Donc, je sais pas ce qu'elle essaye de faire, mais elle est toujours pas compétente, quoi. Le jugement n'a toujours aucune valeur. Mais bon, dans un monde de pourris, avec des magistrats pourris, ils sont capables de vous donner de la valeur là-dessus. Parce que moi, pour pouvoir récupérer mes enfants, il faut qu'un magistrat annule les jugements. Sinon, je ne peux pas. Voilà. Tout à l'heure, tu parlais de dépaysement, c'est pour changer de magistrat, c'est pour changer de tribunal? Juridiction, oui, Juridiction. Non, parce que là, il y a le juge et le parquet. Il y a les deux. Hein. C'est-à-dire que je ne sais pas en quelle année la procureure de la République a cru qu'elle pouvait me reprocher de faire valoir mes droits, mais ça existe que dans sa tête. Hein. Ça existe que dans sa tête. Ou faire passer une stagiaire en substitut de procureur, ça aussi, c'est que dans sa tête. On te reproche de te défendre pour récupérer tes enfants. Voilà. C'est un reproche qui t'est fait, c'est ce que tu as compris. C'est écrit dans les réquisitions, dans le jugement. C'est en réquisition pour la demande du placement. Je sais pas comment vous le dire, hein. C'est-à-dire c'est officiel. Ils ont honte de rien. Ils en ont rien à faire. Ils se croient... ils croient qu'ils ont tellement de pouvoir et qu'ils peuvent tout faire en fait. Mais le pire, c'est que c'est vrai. Aujourd'hui, on peut vous prendre vos enfants pour rien. Ils en ont rien à faire. Qui va s'y opposer? Qui? C'est pas comme si à la cour d'appel ou à la cour de cassation, vous allez avoir des magistrats un peu plus dignes. Hein. On est toujours sur le même, excusez-moi quand même, mais le même stade de pourriture, si je puis me permettre. C'est toujours à peu près les mêmes pourris. Donc que ce soit cour d'appel ou autre, ils n'en ont rien à faire de la justice, du droit. Donc, en plus, je rappelle quand même que les placements d'enfants, c'est minimisé parce que c'est pas considéré comme une vraie sanction. Ils détruisent la vie de vos enfants, mais c'est considéré comme une aide. Le but de l'assistance éducative, c'est de vous apporter une aide, à part les fois où vous avez été condamné au pénal. Moi, je n'ai pas été condamnée au pénal pour maltraitance ou autre, ou négligence ou autre. Je n'ai pas été condamnée. Donc normalement, on est censé trouver une solution tous ensemble pour que mes enfants reviennent. La solution, est-ce qu'ils te demandent des choses, à savoir où est le père, ou est-ce que tu as le travail, tout ça Ils me demandent rien aujourd'hui, ils me disent clairement qu'ils ne savent pas comment que mes enfants reviendront sans doute jamais chez moi. Qu'il n'y a plus rien à travailler. C'est écrit d'ailleurs dans le jugement, il n'y a rien à travailler. C'est-à-dire que le but de l'assistance éducative, c'est de travailler sur ma position parentale. Excusez-moi une seconde. Sur ma position parentale, mais là on me dit il n'y a rien à travailler. Donc en fait il n'y a pas d'assistance éducative. Il n'y a pas d'assistance éducative actuellement. C'est un kidnapping et séquestration d'enfants, point final. Ni plus ni moins. Ouais. Voilà. Parce que le but normalement, c'est le travail parental. Excusez-moi, c'était juste pour ajouter ça. Ah, t'as raison. Non, je voulais juste dire c'était vraiment le travail, parce que j'ai trouvé ce terme, travail parental en fait, avec l'ASE et avec la juge. Trouver des solutions jusqu'au retour. Là, la juge a bloqué, donc l'ASE, ils vont pas se donner d'efforts, hein, la juge elle a bloqué. Pas de travail, donc résultat, il n'y a rien. Est-ce que tu penses que c'est au-delà de leur fonction, à tous ces juges, il s'est passé quelque chose entre toi et les juges, peut-être que quelque part ils réagissent avec leurs sentiments, c'est en dehors du côté professionnel, oui, ça sort du cadre professionnel. C'est écrit dans le jugement, c'est-à-dire que normalement c'est la parentalité, c'est la protection de l'enfance. Là on n'est plus dans ce cadre. On n'est plus dans ce cadre, on me tape dessus, c'est tout. Mon lien avec le mère-enfant, en fait, on me dit ça se passe bien. Donc on me tape dessus, c'est tout. Non, c'est pas dans leur fonction. Tu nous as dit que tes enfants, ils t'ont dit que tu les reverrais pas avant leur majorité ou... Non, je vais les revoir. Je les vois 1 heure toutes les 2 semaines, mais je ne les récupérerai pas. Tu vas pas les récupérer? Ah, ça y est. Alors qu'ils n'ont pas le droit de statuer là-dessus. Hein. Je veux dire, après, ils ne l'ont pas mis dans le jugement. Dans le jugement, ils ont juste mis, il n'y a pas de travail possible. Avec moi. Ah. Alors que moi, je réclame d'avoir un moyen en fait, de communiquer avec ma référente justement pour travailler. Je demande un projet pour l'enfant pour me dire ce que je dois travailler, ce qui est obligatoire. Les deux sont obligatoires, on m'a refusé les deux. Peut-être que quelque part ils l'écrivent pas, c'est peut-être parce que tu n'es pas resté calme, mais comment rester calme dans ces conditions?
Ah, je suis restée calme lors de l'audience. T'es restée calme? Oui. C'est une question que je te pose. Oui, non, je suis restée calme lors de l'audience. J'ai juste rappelé à la juge à un moment, c'est peut-être là qu'on pourrait me reprocher, où je lui ai rappelé que moi, ça y est, j'étais une sous-citoyenne. Le droit, la loi, de toute évidence, ce n'est plus compatible avec moi, que mes enfants n'avaient plus le droit de vivre avec leur mère. Et la juge a dit oui, je comprends, vous pensez ça. Et le père, il a son mot à dire Non, il n'est pas dans l'acte de naissance. D'accord. En fait, il ne peut pas intervenir, c'est pour ça que je te pose la question. Il pourrait intervenir peut-être pour régler la situation, il ne peut pas. Non. Non. Mais bon, de toute manière, là, seuls les magistrats peuvent régler la situation parce que là, c'est un problème de magistrat. C'est pas un problème de protection de l'enfance, de famille, c'est un problème de magistrat, clairement. Et là, tu as besoin de te faire entendre. Bien sûr. Par notre biais, par cette possibilité aussi de faire passer des messages à ceux qui t'écoutent. En fait, dans le calme, tu positionnes ce que tu as vécu, c'est important. Et tu penses que ça peut bouger de ce côté-là, quoi. Parce que quelque part, il y en a qui peuvent peut-être te dire qu'au niveau, je sais pas, tu as eu plusieurs avocats. Ouais. Ça se passe bien avec les avocats? On me dit en gros que dans le huis clos, le juge a tout pouvoir, il fait ce qu'il veut. Et ils sont d'accord pour dire que c'est injuste. Et ils sont d'accord, les avocats, pour dire que c'est injuste? Ah oui, il y en a qui m'ont dit c'est hallucinant ce qu'ils voient. Il y en a même qui ont arrêté ce domaine. Il y en a beaucoup, ils ont arrêté ce domaine parce qu'il n'y a rien à faire. Je te dis, tu as plusieurs avocats parce que je pense qu'avec Alain, tout à l'heure, on en a parlé et je crois que j'ai entendu ça. Ouais. Tu as dû changer d'avocat régulièrement. C'est important pour que tu puisses continuer, en fait. Il faut trouver un avocat qui saura défendre vos droits, la base d'un avocat, sauf que là, ça n'existe pas. Et ils te disent tous la même chose? Oui. Le juge a tout pouvoir, en fait, il faut se plier à la volonté de l'ASE. En espérant que l'ASE veuille bien vous les rendre un jour. Même si c'était le cas, j'ai aucun contact avec la référente. Donc je vais me plier à quoi? Et à qui? Je veux dire, à un moment, faut être réaliste. En plus de ça, quand mes enfants sont maltraités, quand même, non, vous ne pouvez pas tenir. Tu nous as dit que tu n'as pas fait appel à l'ASE, mais c'est quand même été, ils ont été pris en charge par l'ASE, alors? Ouais. Oui, un jour, je vais à la crèche, mes enfants ne sont plus là. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Ah d'accord, c'est arrivé un jour sur l'autre, tu es venu les chercher, ils n'étaient plus là? Oui, chose qui est interdite, ils sont obligés de vous prévenir. Ils ne peuvent pas aller chercher vos enfants. Ils ne t'ont pas prévenu? Non, ils ne m'ont pas prévenu. J'y suis allée et je n'avais plus d'enfants. Voilà, c'est juste... Donc tu t'es inquiété, tu t'es dit il y a un kidnapping, tu savais pas ce qui se passait, quoi? Honnêtement, c'est une seconde où le monde s'effondre, mais après vous vous dites c'est pas possible. Ils avaient quel âge? Ils avaient 16 mois et 3 ans. Et à ce moment-là, vous dites c'est pas possible. Vous dites de toute manière, la juge, voilà, vous avez tous les documents pour démontrer que tout est faux, tout ce qu'on vous reproche, même si vous êtes complètement perturbé, vous dites la juge va de toute manière remettre le truc en place. Oui. Et puis là, vous tombez sur une magistrate qui rigole, qui se fout de votre gueule en fait. Mais vraiment? Ah oui, vraiment, elle a rigolé. C'était vraiment par rapport à ton dossier, enfin à ta elle a situation, rigolé en m'enlevant mes enfants. Elle rigolait avec une éducatrice. Ah, votre enfant, il a fait ça. Oh, c'est trop mignon. Et elle s'est mise à rigoler avec de gros éclats sur un truc qui était absolument pas drôle. Je ne saurais pas dire quoi. Mais ça m'avait choqué sur le moment. Parce que moi, j'étais en pleurs. Et mon fils dormait sur mes bras. Il avait 16 mois à l'époque. Il dormait dans mes bras. Et voilà, ma fille à côté. Et voilà, donc c'est un autre monde en fait. Tu nous parles de personnes qui n'ont pas d'empathie, qui ont un mépris pour toutes les personnes qui... C'est des malades. C'est des malades. C'est un domaine, on n'a jamais vu ça. Faut vraiment... Vous savez, à un moment dans l'histoire de France, le huis clos a été interdit. Parce qu'il donnait lieu à l'arbitraire du juge. Oui. Aujourd'hui, je me rends compte plus que jamais pourquoi ça devrait être interdit. Le huis clos doit absolument être interdit. Vous donnez le tout pouvoir à un juge et vous le laissez faire ce qu'il veut dans une salle fermée. Interdiction de sortir les éléments. Enfin, moi, je le fais, parce que c'est mon seul moyen de protéger mes enfants, qu'on soit clair. Mais, voilà, vous tombez dans un monde parallèle. Vous tombez dans un monde... Je n'ai jamais eu autant de dégoût que pour ces magistrats. Jamais. Je pense que la race humaine devrait avoir honte de ces gens-là. Et en fait, depuis le début, là, on est ici à Créteil, parce que tu dépendais à l'époque de Créteil. Les magistrats n'ont pas changé, ce sont toujours les mêmes? Oui, ce sont toujours les mêmes. Alors là, j'ai demandé, parce que moi j'ai déménagé, à l'audience, on m'a dit que je changerais de juge. Donc j'ai envoyé mon adresse, parce que c'est ce qui avait été dit. Donc j'envoie mon adresse à la juge le lendemain de l'audience, pour lui donner ma nouvelle adresse. Il y a quelques jours de ça, donc ça c'était le 11 décembre que je l'ai envoyé. Je reçois, il y a quelques jours de ça, le jugement. Il y a écrit que je refuse de donner ma nouvelle adresse. Cette femme est malade. Je veux dire, mais est-ce que vous vous rendez compte quand même que j'ai le document envoyé par mail? La trace, oui. Ah, mais j'ai la trace. Elle a mon adresse le lendemain.
Est-ce que vous vous rendez compte d'à quel point il dépasse quand même? C'est-à-dire que je veux prouver que c'est faux. Pourquoi il écrit ça? Pourquoi se donner autant de mal? Pourquoi se donner cette peine? Et ils n'ont rien à te reprocher, mais pour le logement, pour toi, ce que ton activité, tout ça, il n'y a rien ne t'est reproché Non, alors j'étais censée être en formation, oui. Là je suis obligée de mettre en stand-by parce que c'est pas possible. C'est compliqué. C'est pas possible quoi. Mais voilà, non, le logement, mes enfants ont tous les deux leur chambre, tout se passe bien. Mais leur mensonge fait qu'ils vous donnent une autre situation. Donc là on fait passer, oui j'ai peut-être un logement, mais je refuse de donner mon adresse. Mais ces gens sont malades. Ouais, les conditions sont réunies pour que tu puisses récupérer tes enfants et en fait tu ne les récupères pas pour des prétextes futiles. Parce que c'est eux qui écrivent le jugement. En quelque sorte. Ils écrivent ce qu'ils veulent. Et là ils me font passer comme si c'était moi qui ne voulais pas. En gros c'est moi qui leur mets des bâtons dans les roues pour me prendre les enfants. Et à cause de ça, il n'y a pas moyen que je récupère un jour mes enfants. Alors qu'en fait, la réalité, elle est tout autre. Sauf que je peux le prouver. Je veux dire, comment est-ce qu'on peut faire des mensonges aussi gros? Est-ce que vous savez qu'un jugement, normalement, c'est la vérité? Dans le jugement, il n'y a que des faits. Et là, je peux prouver que tout est faux. Comment on peut expliquer ça? Et vous savez que c'est un crime. C'est un crime, hein, le faux en acte authentique. Donc ça veut dire, cette juge est une criminelle. Alors le parquet, je ne sais même pas comment le nommer, cette procureure, là, je crois qu'il n'y a pas de mots pour la nommer. J'aurais bien dit inutile, mais vu qu'elle se permet d'écrire des choses, non. Elle rentre dans le cadre de... non, parce que non-assistance à personne en danger. C'est... alors, je ne sais plus si c'est un crime ou un délit, mais en tout cas, elle rentre dans le code pénal aussi. Et puis, c'est des gens malades. Hein. C'est des gens vraiment malades. Mais je remarque en fait que ce n'est pas seulement un magistrat. Il faut vraiment avoir le parquet et le juge, les deux pourris, des pourritures, pour en arriver à ce stade. Alors. Je continue. Désolée, parfois je suis désolée avec la colère. Oui. Parce que j'essaie en fait visuellement de garder mon calme. Bien sûr. Et malheureusement, il y a certains mots qui sortent, qui ne sont pas sympas. Bah oui, des fois, oui, mais bon. Désolée. En tout cas, on est devant le tribunal pendant... Ici, tu as organisé une manifestation en fait jusqu'à 17h pour peut-être aussi avoir un soutien. Il y a des familles qui vont venir, des parents, des mères qui sont là. Oui, je vois, il y a quelques personnes qui sont arrivées. Ouais. Mais c'est aussi pour ceux qui vont rentrer et qui sortent dans le tribunal. Il faut savoir qu'il y a des parents qui ne sont pas au courant qu'on est en train de se battre. Oui. Ils pensent être isolés, ils pensent vraiment qu'ils ne peuvent rien faire. Et vraiment, c'est pour... Pour toi, c'est important d'être devant le tribunal parce qu'il y a des parents qui sortent, qui rentrent. En fait, il y a des allées et venues et il y a des personnes qui sont peut-être un petit peu dans ton cas. C'est ça? Bien sûr. Et il faut que les autres parents aussi dénoncent. Il faut qu'on fasse des plaintes communes aussi contre ces magistrats. Ouais. Si on vous montre tous les dossiers sur une magistrate, à ce moment-là, vous verrez que c'est le magistrat le problème. C'est pas le jugement. C'est pas la décision en elle-même. C'est le magistrat. Après, les personnes peuvent comprendre que tu es un petit peu énervé. C'est vrai qu'on ne veut pas diffamer ou harceler ou insulter, mais quelque part, quand tu ne gardes pas ton calme, on peut comprendre qu'à l'origine, il se passe quelque chose si véritablement tes enfants, du jour au lendemain, tu ne les avais plus, tu ne pouvais plus tu n'étais plus à la crèche, quoi. Maintenant, ils ont quel âge? Maintenant, ils viennent d'avoir 6 et 7 ans. 6 et 7 ans, hein. Ouais, ça passe vite. Ça passe vite et voilà, mon fils est déjà détruit. Hein. Ouais. Je pense pas qu'il y aura... Enfin, il y aura... Si, il y a des choses à faire, mais clairement, psychologiquement, il y a déjà des répercussions qui sont sans doute définitives. Pour toi, si on te dit tu ne reverras pas tes enfants, pour toi, c'est même pas hors de question, tu vas te battre pour les avoir le plus vite possible. Alors, dès que ça deviendra officiel, j'aurai plus rien à perdre. À ce moment-là, j'aurai plus rien à perdre. Mais non, je ne veux pas leur laisser. Faut pas déconner. Je veux dire, c'est mes enfants. Si on n'est pas capable de protéger ses enfants, on sera à quoi? Là, on ne parle pas de citoyens, on parle d'êtres humains. Si on ne peut pas protéger nos enfants... Parce que tout à l'heure, tu en as parlé rapidement, mais il a été brûlé à la lèvre. Oui, il a été brûlé à la lèvre. Et t'as porté plainte contre la famille d'accueil? Pas encore. Pas encore. Alors, tu penses porter plainte? Oui, bien sûr. Mais là, il faut juste que l'enregistrement, je le travaille, je le retranscris. Et ensuite, je le... C'est en cours, d'accord. Oui, c'est en cours. Après, il y a beaucoup de choses qui sont en cours. Je veux dire, avec un jugement pareil, vous imaginez bien qu'il y a beaucoup de choses à faire. Malheureusement, c'est toujours le même problème. Il faut au moins qu'il y ait un bon magistrat. Et mine de rien, on pourrait croire que c'est le contraire, que les magistrats pourris sont rares, mais en fait, tomber sur un bon magistrat, c'est difficile. C'est ce que tu nous dis. D'accord. Ça m'est jamais arrivé. Ouais. Jusqu'à présent. Alors, je vais bien admettre que les magistrats n'ont pas à faire ce que je veux,
Mais là, on me tape dessus quand je défends mes enfants quand même. C'est-à-dire que quand mes enfants sont maltraités, vous portez plainte. Oui. Ça passe du pénal. Alors ça, c'est normal. C'est en fait quand il se passe quelque chose avec vos enfants au pénal, ils sont obligés d'alerter la juge des enfants pour qu'elle prenne des décisions, en fait, même en urgence. En fait. Mais qu'elle en tienne compte. Et bien là, vous avez plutôt des répercussions. Ils vous tapent dessus. Ils veulent que ça reste dans le huis clos et puis ils peuvent faire ce qu'ils veulent de vos enfants et puis voilà. Mais imaginez. Et ça, c'est ce qu'on dénonce aussi dans les manifs contre le placement abusif et pédocriminalité. Quand vos enfants sont violés, c'est pire. Oui. Parce que quand vous allez dénoncer ou porter plainte pour des abus sexuels ou autres, imaginez comment ils vous tapent dessus. Il y en a qui sont envoyés en psychiatrie, d'autres en prison. Taper dessus, tu parles de taper dessus, c'est ce qu'ils te font, comment ça bien sûr. Subir, c'est ce que tu veux dire? Ils font subir, juge des enfants et parquet, les deux. D'accord. C'est souvent, ils travaillent Il y a des ensemble. répercussions qui te... Déjà qui empêchent de protéger nos enfants, qui essaient de nous faire peur. Alors, faire peur de quoi? D'accord. La chose qui me fait le plus peur, c'est ce qui pourrait arriver à mes enfants. Donc, me faire peur, pourquoi? Je me pose encore la question. Je crois que ces gens, ils n'ont pas compris. À mon avis, ils sont dans leur monde où je vais vivre par rapport à mon quotidien. Donc, je vais essayer de sauver ma vie. Non. D'abord mes enfants, après moi. Oui. On a déjà parlé sur différentes manifestations où on s'est retrouvé justement avec Nadia et d'autres de la médiatisation. Il y a des parents qui ont peur de se montrer en vidéo parce que par rapport à ça, il y a en fait, on va leur reprocher, quoi. Pour toi, ça se passe bien? On t'a pas reproché par rapport à ça de participer à des manifestations ou d'en faire? Si, on me le reproche, mais en fait, c'est exactement la même chose que quand j'en faisais pas. Ouais. C'est juste que maintenant, ils écrivent autre chose. Ouais. Donc avant, ils n'avaient pas de raison, mais aujourd'hui, ils en ont une. C'est tout. Les reproches n'ont pas changé et quelque part, tu te dis, bah voilà, autant faire quelque chose, c'est ça? Bah oui, ça change rien. Ne croyez pas que si on arrête, ils vont nous rendre. Sinon, on arrêterait. Ouais. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc tu peux peut-être, je t'ai écouté tout à l'heure, tu regrettes peut-être d'avoir fait appel à des éducatrices alors au départ, puisque quelque part tu ne voulais plus faire appel à elles et c'est là où ça a commencé. Oui, alors faites très attention. Ne faites jamais appel à l'État pour vos enfants. Ce sont les personnes les plus incompétentes qui soient. Ils sont très compétents pour les détruire, pas pour vous aider. T'as plus confiance dans les éducatrices? Non. Mais même en la justice, même en la justice, je n'ai pas confiance en eux. C'est pour moi ce qu'il y a de pire, c'est la justice en France. J'aurais plus confiance envers un criminel ou un délinquant qu'envers un magistrat. Je le dis clairement. Il y a un engrenage dans lequel tu es prise et quelque part, c'est compliqué d'avancer, c'est ça? Pire que ça. C'est un engrenage dans lequel mes enfants sont pris. Moi, si c'était moi, ok, mais là, c'est pire. Est-ce que les éducatrices, on parle d'assistance sociale ou c'est pas la même chose? Non, éducatrice, c'est éducatrice. C'est le mot, c'est éducatrice. Ouais, c'est éducatrice spécialisée de jeunes enfants. C'est des personnes qui sont juste là pour donner des conseils par rapport à l'éducation, ce genre de choses. Quand les parents, les mères sont un petit peu débordés pour leurs enfants. Moi, en pour gérer leurs enfants. Il n'y avait rien de... Alors si, il y avait un petit peu de jalousie de ma fille quand mon fils est né. Mais à l'époque où j'avais fait appel à eux, en fait, mon fils n'était pas encore né, j'étais enceinte. Ouais. Donc c'était par précaution, il n'y avait rien. C'était pas... Elles proviennent d'une association ou c'est... ADSEA du 77 de Damary Lévis. Donc il y a une association très spéciale. Oui, financée par le conseil départemental. Donc si leur financement dépend du nombre d'enfants qu'ils auront, du nombre de dossiers qu'ils auront. Et moi, je ne savais pas à l'époque. C'est quelqu'un de proche de toi qui t'a dirigé vers ces personnes-là Non, c'est... je crois que c'est la PMI. La PMI? Ouais, avant d'aller chez le médecin traitant. D'avoir mon médecin traitant, parce que j'avais déménagé encore à cette époque. C'est comme j'allais avoir des enfants, j'avais pris un plus grand appart. Qu'est-ce que c'est que la PMI? C'est comme des... comment dire? C'est... En fait, c'est des structures où il y a des puéricultrices, mais pour ceux qui n'ont pas les moyens de payer une puéricultrice. En fait. D'accord. Après en avoir parlé avec ton médecin traitant alors? Non, le médecin traitant, c'est après. Après? Ouais, voilà. Le médecin traitant, lui, il est arrivé quand mon fils il était né. C'est lui qui a suivi mes enfants. Tout se passait bien avec lui. Et le jour où mes enfants sont placés et que je lui ai demandé une attestation, il me l'a fait. Mais par contre, il était en panique. Il a dit « Oh mon Dieu, pourquoi vous avez fait ça ?» Même lui, en fait, c'est là où je me rends compte. Pourquoi vous avez fait ça, à faire appel à des éducatrices? Ouais. Il a compris ce qui se passait et il était au courant. Il était au courant. Ouais, il était déjà au courant. D'accord.
Mais voilà, c'est quand ça vous arrive, en fait, vous vous rendez compte que tout le monde est au courant. Tout le monde sait ce qui se passe, c'est ce que tu veux dire. Tout le monde est au courant de ce qui se passe, l'engrenage, la situation pour ces femmes isolées, comme tu nous disais. Bah ouais, mais c'est pas normal. Moi, je suis encore sous le choc. Je veux dire, vous faites appel à l'État pour un truc. Je veux dire, est-ce que l'État est là pour nous massacrer? On paye des gens pour nous massacrer? C'est ça qu'on est en train de m'expliquer? Tout le monde le sait. Mais personne ne prévient à l'avance. Ouais. Ah ouais. Et le jour où ça vous arrive, j'ai même eu des voisins ou autres qui m'ont dit je le savais mais je voulais pas te le dire. Ah oui. Attendez, c'est pas normal ça. C'est pas normal. Donc là on peut dire que ça fait quoi? Ça fait 5 ans, 6 ans? 3 ans et demi. 3 ans et demi, pardon. Ouais. Ça fait 3 ans et demi. Je pensais beaucoup plus tôt. 3 ans et demi, d'accord. Donc, mais 3 ans et demi, très important dans la vie des enfants vu leur âge. Bien sûr. Donc la destruction, elle est partielle, j'espère. Mais oui, elle est bien entamée quand même. T'as un rendez-vous une fois par semaine? 2 semaines, une fois toutes les 2 Une fois toutes les 2 semaines? 1 heure toutes les 2 semaines. 1 heure seulement? Ouais. Chez le domicile de ces personnes qui... Non, structure médiatisée. D'accord, c'est pour être un petit peu sur un endroit différent. Ça, c'est ce qu'on donne normalement aux parents qui sont tellement en danger qu'ils ne peuvent pas rester seuls avec leurs enfants, je précise. Ah oui? Oui, ceux qui ont violé leurs enfants, ceux qui ont tabassé leurs enfants. Moi, je ne suis pas dans ce cadre. Sinon, c'est quoi alors si c'est pas ça? Normalement, c'est visite libre. Normalement, c'est droit d'hébergement, de visite d'hébergement. Donc, visite libre, plus les week-ends et tout ça. Ah oui, tu peux les recevoir chez toi, normalement. Oui, voilà. Normalement, c'est ça. Quand c'est pour carence éducative, oui. Ou sinon, c'est placement à domicile. Mais en fait, il faut trouver une solution, justement, pour travailler avec la juge et l'aide sociale à l'enfance pour trouver la meilleure solution possible. Pour toi, c'est carence éducative. Et donc, dans les cas de carence éducative... Non, aujourd'hui, non. Au départ? Au départ, ouais. Et dans ce cas-là, tu dois te retrouver dans un centre spécifique pour les voir? Ouais, non, mais je suis traitée comme une criminelle maintenant. C'est-à-dire que je ne peux même pas croiser la famille d'accueil. D'accord. Moi, comme je dis souvent, ils ont peur que je lui tape dessus, peut-être. Mais si je devais taper sur quelqu'un, je taperais sur la juge, hein. La procureure avant. Mais attendez, il faut arrêter. Et pour tes enfants, on peut savoir comment ça se passe? Si c'est pas indiscret, est-ce qu'ils sont contents de te voir ou... Oui. Ouais. Bah, la dernière fois, ils m'ont sauté dessus. Ah oui. Ça se passe bien, alors, en fait. Oui, c'est bien de le dire, ça se passe bien, ouais. C'est écrit dans le jugement. Ouais. C'est écrit tout le monde le sait, ouais, c'est inscrit, donc les magistrats le savent. Non, mais attends, ils me tapent dessus, moi. Ouais. Ils ont honte de rien, hein. Ils sont mieux avec toi, alors ils ont envie de te voir, ils ont envie de vivre avec toi, quoi, plutôt que rester là-bas. Ils l'ont réclamé plusieurs fois. Ouais. Ils l'ont réclamé? Ouais, bah, bien sûr, souvent. Parce qu'après, j'avais eu 2 week-ends par mois, la moitié de vacances scolaires. D'accord. C'est déjà arrivé, ça? Oui. Mais ça va revenir ou... Bah là, la juge a dit que mes enfants ne reviendraient pas, donc non, ça n'a pas bougé. Ça date de quand, ça, cette décision de la juge? La dernière, c'était le 10 décembre. C'est pas très vieux, ouais. D'accord. Donc voilà. Et c'est comme ça, en fait. Et tes enfants, ils comprennent que tu te bats pour... ils comprennent la situation. Oui, ils le savent et c'est pour ça qu'ils m'en veulent. Parce que mes enfants le savent. Ce qui fait que... On t'en veut parce que tes enfants le savent? Entre autres, ouais. D'accord. C'est-à-dire qu'eux, ils veulent faire croire que je ne suis pas apte à m'occuper d'eux, que c'est moi qui ai demandé placement, blablabla, c'est totalement fausse. Sauf que mes enfants savent que je me bats pour eux. Ouais. Et je leur dis aussi, je leur en parle. Et donc là, ça pose des problèmes parce que mes enfants, à ce moment-là, s'ils savent que je me bats pour eux, en fait, ils n'arrivent pas à casser le lien. D'accord. Ils ne peuvent pas casser le lien. Et c'est moins simple pour eux. D'accord. Ils auraient aimé pouvoir bien casser le lien et donc voilà. Je te remercie. Merci à toi. Je vais voir ce qui se passe à côté. Merci Mounia. Si tu as des choses à me dire. Ah oui, comment ça se passe comment ils choisissent la famille d'accueil? Comment ils ont choisi il n'y a pas de hasard. C'est l'ASE qui choisit C'est là où il y a de la place. Là où il y a de la place? Ouais. Voilà, donc là, ils prennent un petit peu, alors vous remarquerez des offres d'emploi, ils prennent un petit peu tout ce qu'il faut parce qu'en fait, ils ont placé trop d'enfants. Donc ils sont en manque de place. Ce qui fait, en ce moment, ils ont placé trop d'enfants? Ils ont placé trop d'enfants. Dans cette région? Dans toute la région. Partout en France? Oui, partout en France, ils ont placé trop d'enfants, donc ils n'ont plus de place. La plupart des enfants, il y en a des enfants qui vivent dans la rue, c'est-à-dire que les enfants ont interdiction d'aller jusqu'à leurs parents. Ah oui? Voilà, ils doivent rester dans la rue quand même. Dans la rue? Il y a certains qui sont dans la rue parce qu'ils n'ont pas de famille d'accueil? Il n'y a plus de place? Ils n'ont pas le droit d'aller voir leurs parents, les parents n'ont pas le droit de les voir, mais ils sont dans la rue? Voilà, il y a aussi des foyers où les enfants dorment par terre. Une catastrophe. Est-ce qu'on peut repréciser combien elle est payée? La famille d'accueil, elle est payée pour recevoir un enfant? Ouais, donc c'est 1600 ou 1700 € par enfant. Je crois, par enfant. Ouais. Et tes 2 enfants sont dans la même famille? Ouais.
Sans les, alors après, il y a encore d'autres budgets qui vont avec. Hein. C'est-à-dire que vous remarquerez que leurs vêtements, il y a toujours le nom de quelqu'un d'autre. Hein. On ne sait pas où ils les ont eus, à Emmaüs ou autre. Ah oui. Mais à la base, ils ont un budget très cher pour acheter des vêtements. Donc oui, d'accord, il y a 1200 pour les parents par enfant, pour la famille d'accueil. Un peu plus par rapport à un budget qui peut être pour acheter des vêtements. Toi, tu nous dis qu'ils achètent... Non, c'est juste pour garder les enfants. Après, ils ont d'autres budgets qui arrivent. Il y a aussi le budget pour activité. Non, après, ils ont encore beaucoup d'argent qui arrive. J'ai l'impression que tu nous as dit, en fait, j'ai compris qu'ils ont un budget un peu plus que 1200 pour l'enfant, mais qu'ils peuvent dépenser l'argent comme ils veulent. Ils ne vont pas acheter forcément ce qu'il faut pour les enfants, c'est ça? Alors déjà, ils sont payés plus. C'est 1400, 1500 euros par enfant ou même plus. Ouais. Mais ensuite, en plus de ça, ils ont d'autres budgets pour activités, vêtements, coiffeurs et tout ça. Et c'est la CAF qui paye tout ça? C'est le conseil départemental, c'est les impôts des citoyens. Les impôts des citoyens? Voilà. Donc il faut savoir qu'ils ont tellement placé d'enfants qu'aujourd'hui les conseils départementaux placent comment on appelle ça, parce qu'ils n'ont pas l'argent, donc c'est à crédit en fait. À crédit? À crédit. Comment ça à crédit? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'argent, ils placent trop d'enfants avec l'argent qu'ils n'ont pas. D'accord. Donc j'ai pas trop compris comment ça fonctionne, mais j'étais allée dans un conseil départemental et c'est ce qu'ils disaient. Ouais. Donc voilà. Ensuite, il y a d'autres choses en fait, il y a d'autres. Parce que c'est pas seulement la famille d'accueil. La famille d'accueil, elle est employée par une structure et tout ça. Donc il y a d'autres budgets. Et là, on rentre dans les émissions qui pointaient du doigt le fait que ces structures font des détournements de fonds, prennent l'argent pour autre chose. Enfin voilà. D'accord. Et dans les familles d'accueil, il y a des parents qui ont besoin d'argent, qui ont des enfants déjà à eux. Oui, et voilà. Tu m'en as parlé tout à l'heure. Tes deux enfants sont dans une famille d'accueil. Ils ont déjà des enfants, ces parents-là. Oui, ils ont déjà des enfants. Et quelque part, c'est pas forcément. Là, t'es tombé sur. C'est difficile parce que ton enfant, c'est ton fils, qui a eu la lèvre brûlée. Ouais. Tu penses que ça se passe mal avec les parents Ça se passe mal. qui ont déjà des enfants? Oui, ça se passe mal depuis le début. Depuis le début? Enfin, depuis le début, non. Au tout début, ça allait. Mais au bout d'un moment, ça n'allait plus. Parce que là, ils n'ont pas changé depuis le début de la famille d'accueil. C'est une fois. C'est une fois? La première était excellente. Ouais. Donc ils ont fait changer de famille d'accueil. Pourquoi? Parce qu'elle, ils l'ont virée parce que, enfin, ils n'ont pas, elle était en période d'essai, ils n'ont pas renouvelé parce qu'elle échangeait les doudous entre mes enfants. Ouais. Donc c'est incroyable. Ah oui. Alors qu'elle était très bien, mais de toute manière, elle m'avait prévenue. Plusieurs fois, elle est venue, elle me disait qu'elle se faisait menacer. Parce qu'en fait, elle me parle, elle me donne des nouvelles des enfants. On parle de qui là? De la première famille d'accueil. Oui. Mais qu'est-ce qui t'a prévenu? Celle qui m'a prévenue. Elle m'a dit qu'elle se faisait menacer. La famille d'accueil. Elle se faisait menacer parce que elle donnait des nouvelles de mes enfants. D'accord. Elle me montrait des vidéos, des photos, tout ça quoi. Ça se passait donc bien et quelque part. Bien, mais en fait, ils m'ont dit qu'il ne faut pas qu'elle m'adresse la parole. C'est peut-être parce que ça se passait bien qu'ils n'ont pas voulu rester avec cette personne. Voilà. C'est ce que tu penses en fait. Ouais. Et là, c'est ce qu'elle m'a dit. C'est ce qu'elle t'a dit. Et là tes enfants, ils peuvent rester assez longtemps chez. Ouais. Quand ça se passe mal, ils peuvent rester. Quand ça se passe bien, ils peuvent pas rester. Oui. C'est ça en fait. Voilà, ils estiment qu'il ne faut pas qu'il y ait de lien entre la famille d'accueil et les enfants, blablabla. Il ne faut pas qu'il y ait de lien. Il ne faut pas qu'il y ait d'amour. Il ne faut pas qu'il y ait de contact. Enfin, il faut qu'il n'y ait rien du tout. Et entre la famille d'accueil et les parents. D'accord. C'est voilà, terrible. Ouais. Merci Mounia. Donc on est devant le tribunal judiciaire de Créteil pour une nouvelle manifestation que tu as organisée avec Alain. Avec Alain, ouais. Avec Alain. Vas-y, je te laisse continuer. Alain? Oui. On en est où là? Moi je continue quelques minutes. J'attends de voir ce qui se passe. Des fois vous croisez des parents, des familles qui sortent, qui entrent, des mères de famille. C'est tout à fait le cas. Donc là, il y a une maman qui est venue nous rejoindre, qui veut bien sûr ne pas être filmée. Oui, bien sûr. Mais je peux résumer un peu son histoire. Donc elle a failli avoir son enfant placé et elle s'est battue. Alors c'est intéressant son histoire parce qu'elle a gagné en fait son enfant, c'est-à-dire pour le moment, est toujours son enfant.
et n'est pas placé. Donc ça c'est important. Il y a aussi des cas, vous voyez, que quand on lutte finalement, on montre qu'on est une maman, qu'on est un papa, qu'on aime son enfant, contrairement aux allégations des éducateurs. Ce que nous a dit Mounia, c'est que même si tu prouves que tu l'aimes, ça peut être aussi compliqué en fait. Ça peut, mais néanmoins, évidemment, il faut se battre. Oui, bien sûr. Il faut pas lâcher prise. Alors je répète que ceux qui lâchent prise, ils n'ont aucune chance par contre de récupérer leurs enfants. Alors peut-être que quelque part les services sociaux se disent on a bien fait, on a raison, parce qu'ils n'y tiennent pas autant que ça leurs enfants. Donc ça met si vous voulez, de l'eau à leur moulin, du coup c'est pas bon. C'est un engrenage, si t'es pas bien armé, qui peut être armé pour dès le départ Personne n'est armé contre ça, à moins d'avoir effectivement fait parce que ça concerne tout le monde en fait, des études qui font que vous avez les arguments juridiques, vous avez une position sociale, etc., qui va faire bouger les choses. Ça peut arriver, ça aussi. On a le cas de policiers qui ont eu leurs enfants placés. Ah aussi. Il y en a, des mamans policiers. Et alors, comment ça se passe? Tu as des échos, les policiers, les familles sont battues, ça s'est bien passé ou pas? Ils ont réussi à récupérer leurs enfants? Même pour les enfants de policiers, c'est compliqué? C'est compliqué parce que, vous savez, connaissez les horaires des policiers. On leur met ça sur la gueule en fait, on dit vous n'êtes jamais là, vos enfants, etc. Ils ne voient pas. C'est terrifiant, les policiers qui travaillent aussi avec la justice, qui sont là aussi pour, même ici, pour sécuriser cet emplacement. Enfin. Les gens croient que quand ils appartiennent à une structure, un corps constitué comme la police, ils sont à l'abri de tout. Mais non, je regrette, non. En dessous de l'uniforme, vous êtes des êtres humains comme les autres, et les structures, j'allais dire infernales, mais les structures institutionnelles, en fait, ne regardent pas ça. Elles regardent finalement... ce qui se passe, c'est qu'il y a un signalement, et elles vont avoir foi en ce signalement. Ça peut venir de n'importe qui, même d'un voisin, voire, en ce qui concerne les policiers, de quelqu'un qui veut chercher vengeance aussi. Mais après, peut-être qu'il y aura une enquête qui va être faite, et l'enquête, finalement, en regard d'un certain placement qui doit être fait, sera faite en fonction de ce que va rapporter ce placement. Je ne sais pas si on vous l'a dit, mais un placement, ça rapporte entre 5 et 6 000 euros par enfant placé et par mois. Et ça rapporte à la SE? Ça rapporte à toute cette structure, en fait. On ne sait pas trop, en fait, qui bénéficie cet argent. Néanmoins, le département distribue cette manne aux organismes concernés. Et évidemment, on ne va pas abandonner un placement. Ce sont des organisations, des associations qui peuvent justement récupérer ces fonds pour... Oui, il y a des associations tierces. Pour s'en servir et payer les familles d'accueil. Voilà, qui, dans le cas par exemple de placement qu'on connaît, ces associations ont à charge de gérer les visites, médiatiser. Et de là à ce que ça coûte 6 000 euros par enfant, franchement, on se demande quoi. Les enfants, ils ne voient jamais cet argent, quoi, de toute façon. Et c'est rare s'ils ont de l'argent de poche. Donc, je ne sais pas si tu nous l'as déjà dit, Alain, mais est-ce qu'on sait combien d'enfants sont placés actuellement en France? Oui, alors on ne le sait pas exactement. On n'a que des estimations entre 150 et 300 000. Ce qu'on sait, c'est que il y a en gros, je peux vous dire que 20% des enfants placés légitimes le sont sous le coup de maltraitance avérée. Voilà, 20%. Donc ça veut dire que 80% du reste des placements, c'est sur des raisons assez légères, en fait. Et ça se passe, j'ai vu avec Mounia, c'est parce que quelque part, elle avait fait appel à des éducatrices. Est-ce que ça passe aussi par dénonciation? Est-ce que tu as entendu parler de ça? Oui, il y a des dénonciations, bien sûr. Je l'ai déjà dit, ça vient de n'importe qui. C'est un voisin, c'est même un passant des fois, un membre de la famille aussi, par jalousie, ou sur le coup d'un divorce. L'un ou l'autre préfère que les enfants soient placés quand la famille éclate, dans les mains de l'époux dont elle se sépare. Avec des personnes qui ne sont pas forcément au courant de toutes ces histoires compliquées, tristes, comme celle de Mounia.
c'est malheureux. Et c'est peut-être voulu aussi que cette information ne passe pas, quoi, parce que ça mettrait à mal certaines organisations, on va dire. En particulier l'aide sociale à l'enfance. Oui, il y a un âge minimum pour placer un enfant ou pas du tout? Pas du tout. Il y a des enfants qui sont pris au berceau. Peut-être qu'on attend une certaine... un délai, on va dire, d'1 mois, mais c'est même pas sûr. Ah oui. Des enfants qui ont été pris à la crèche, des enfants qui ont été pris à la naissance. On attendait que la maman accouche pour prendre son enfant parce que on imaginait que, ayant d'autres enfants placés, elle puisse être un danger pour ceux-ci, même si le danger n'est pas avéré. On parlait d'avocat tout à l'heure, elle a eu plusieurs avocats, Mounia. Elle m'a dit que ses enfants, du jour au lendemain, elle va aller chercher à la crèche, ils ne sont plus là. On aurait dû l'avertir. Est-ce que quelque part, c'est pas cette chose-là qui peut être gérée par un avocat pour dire que c'est pas légal ce que vous faites dès le départ? Il n'y a aucune raison que les enfants soient récupérés par quelqu'un sans avertir la mère, quoi. Parce que quelque part, j'ai l'impression que Mounia elle a eu plusieurs avocats et que ça se passe pas forcément bien dans son sens, quoi. Non, c'est clair. Du coup, là, au niveau juridique, j'ai moins de connaissances qu'elle, oui. C'est clair. Mais néanmoins, tout est en porte-à-faux dans ces affaires, en fait, ces histoires. On se rend compte que le moindre prétexte suffit pour prendre les enfants. Voilà, donc on va les chercher à la crèche, on va les chercher dès qu'ils accouchent, on va les chercher au moindre souci, en fait. Elle m'a précisé qu'il y a de plus en plus d'enfants qui dorment dehors. Il n'y a plus de place dans les familles d'accueil. Et quelque part, il y a toujours des organismes qui se font de l'argent parce que, c'est ce qui a déjà été dit, il y a aussi une partie des SDF qui font partie de ceux qui... une grande partie, 80%. Qui sont devenus majeurs. Voilà. Qui viennent de l'ASE ou de la DAS, quoi. Quand même, il faut le savoir. Ouais. Alors effectivement, les familles d'accueil elles sont de moins en moins nombreuses aussi. D'accord. Donc il y a de moins en moins d'accueil, en fait. Et je sais pas, je saurais pas vous dire là comment ça se passe pour les nouveaux placements. Oui. La plupart sont sans doute dans des foyers, dans des dortoirs, dans lesquels il peut se passer tout et n'importe quoi. Il y a des rapports de maltraitance entre enfants qui sont d'une certaine génération et d'autres qui sont plus grands, parce qu'ils prennent le pas sur des enfants qui sont plus jeunes, en fait. Après, qu'ils soient à la rue, c'est possible. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais te dire? En tout cas, c'est un sujet délicat où il y a beaucoup de problèmes relatifs à ça, quoi. Donc, on va dire des dommages collatéraux sont très nombreux, quoi. Effectivement, on va répéter que l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, est nécessaire dans le cas des familles maltraitantes. Bien sûr. Voilà. Et c'est donc, on va être gentil, 50% des cas. Oui. Le reste, pourquoi garder? Quand il y a ne serait-ce qu'un défaut d'éducation, parce qu'une maman ou un papa peut être tout à coup mis devant le fait accompli, il y a un enfant, comment je fais, etc., et ne pas savoir comment l'éduquer. Pourquoi ne pas, à ce moment-là, le soutenir par le moyen d'un conseil? Voilà, c'est à ça que devraient servir les éducateurs sociaux, les conseillers sociaux, familiaux, etc. Mais néanmoins, on préfère directement faire un placement, quoi. Quand on sait que la plupart des enquêtes sont très superficielles, parce qu'il y a quand même une enquête qui est faite dans le cas d'un placement, on nous dit ça. Mais elle est généralement superficielle, voire elle n'aboutit pas dans le cas positif du parent, quoi. C'est toujours le parent qui en porte-à-faux, en fait. Donc quand on nous dit aussi qu'il y a toujours une raison à un placement, la raison elle est là, elle est dans la majorité des cas, 52% sont Pierre Nave, mauvaise cette raison. Nicky qui pose une question, est-ce que les enlèvements de l'enfant par l'ASE, ça peut se produire chez une assistante maternelle? Alors ça, on n'a pas encore le cas. Néanmoins, tout est possible. Je répète que c'est pas parce qu'on a une position, on a le cas de parents suffisamment aisés qui malgré tout ont eu leurs enfants placés, quoi. Et après, une fois qu'ils sont placés, croyez-moi, c'est difficile de les... C'est difficile de les récupérer. Il y a des parents qui peuvent se retrouver le soir à récupérer leurs enfants à l'école sans les voir et ils ont été enlevés. Voilà, c'est le cas de Mounia. Elle nous a parlé de la crèche, La crèche, voilà, du jour au lendemain sans être prévenue. Parce que l'ASE
imagine que tout va être fait pour empêcher ce placement. Donc à la limite, qu'il va y avoir des soutiens de droite et de gauche, qui est normal, parce qu'il y a quand même de l'empathie à ce niveau-là, de la famille ou des amis, etc., qui vont empêcher ça, qui vont soustraire les enfants aux éducateurs et aux policiers qui viendraient les chercher. Donc, ils ne préviennent pas. Et on me dit que c'est toujours le parent protecteur qui est mis à défaut, ils viennent même les enlever à l'école. La plupart du temps, ouais, c'est un biais qu'on ne comprend pas trop. Les maltraitants, on leur fait rien. Les parents maltraitants, on leur fait rien. Dans ce cas-là, les parents aimants, voilà, ils sont mis au pilori. On en parlait sur un autre événement. C'est Nadia qui en parlait. C'est les parents maltraitants. On en a peur en fait. Ils en ont peur en fait. C'est possible que ce soit cette raison. Moi, je vais pas m'avancer sur. Enfin, c'est ce que j'avais entendu après. Ouais, c'est possible, c'est possible. C'est clair que bon, ils sont plus ou moins intouchables. C'est paradoxal. Mais après, on avait déjà parlé, c'est pas le cas avec Mounia, mais la médiatisation, pour elle, ça m'a dit ça change pas grand-chose, mais il y a pas mal de mères de famille qui n'ont pas envie forcément de passer à la caméra et montrer ce qui se passe. Sinon, ça va être beaucoup plus difficile pour elles de revoir leurs enfants ou d'avoir des oui, c'est ça. Des entretiens, enfin des... C'est vrai qu'il y a cette sensibilité-là, on a ce retour-là avec des parents, effectivement, qui ont peur. Est-ce que c'est légitime, cette peur? J'en sais rien. Néanmoins, ce qu'on constate avec Mounia qui n'a pas froid aux yeux, c'est que eux ont peur que ce soit médiatisé. Oui. Et effectivement... Ça se sache. Et voilà, et ça se sait de plus en plus. Oui. Je regrette. Il faut bien comprendre qu'il y a de plus en plus de personnes qui prennent la caméra, le téléphone et qui en parlent. Et quoi qu'il arrive, ça va de plus en plus être retransmis. Bon, on va pas s'arrêter, on va de toute façon aller de plus en plus fort dans ce domaine. Et de toute façon, plus c'est médiatisé, plus il y a de parents, effectivement, qui viennent rejoindre cette lutte. Maintenant, on en est, rien que dimanche dernier, 15 villes qui avaient fait une manifestation sur ce sujet, quoi. Ce qui veut dire quand même que ça prend de l'ampleur. Donc, le fait de dire ça va nous porter préjudice, plus on se rend visible, non, c'est le contraire. Parce que eux, en face, ils ont peur qu'on se rassemble, qu'on soit plus nombreux. Et c'est ça qu'il faut voir. Vous n'êtes pas obligé non plus de rentrer dans la lutte. Je veux dire, vous n'êtes pas obligé de vous montrer votre visage. Il y en a qui ne montrent pas. Vous pouvez faire un visage caché si vous voulez quand même rentrer dans la lutte. Ou simplement attendre que d'autres se battent pour vous. Ou témoigner avec un visage couvert ou en dehors de la caméra, mais avec une voix, voilà. Quelqu'un qui peut... Ou alors faire une vidéo spéciale où on peut même transformer sa voix pour parler de ce qui se passe, quoi. C'est ça, ouais. Il y a des tas d'outils maintenant qui permettent notamment de moduler la voix, de flouter le visage, etc. Là, on parle de médias, hein, Rémi, mais en fait, c'est ça. Aujourd'hui, on peut être témoin actif et c'est toujours meilleur que d'être témoin passif. Les autres, ils vont pas se battre indéfiniment à votre place, quoi. C'est quand même vous qui êtes concernés par nos parents. Donc, si vous voulez montrer que vous aimez vos enfants, ça passe par ça passe par le combat. Quel parent ne mettrait pas toute son énergie en œuvre pour jusqu'à sa propre vie pour sauver celle de ses enfants, quoi. C'est ça qu'on fait, en fait. Et moi, pourtant, vous voyez, c'est pas mes enfants, ils sont pas placés. Ça t'a touché dès que tu as rencontré Mounia ici au mois de juillet, tu m'as dit août 2020 le 4 juillet. 4 juillet, pardon, 4 juillet, j'ai du mal à retenir. 4 juillet, la date d'indépendance. 4 juillet 2020. Voilà, de l'Amérique. Ici même, dans le tribunal judiciaire de Créteil. Voilà, pour moi, c'est devenu le combat des combats, en fait. Parce que les enfants, il n'y a pas plus haut comme combat. Il n'y a pas plus haut comme lutte, Bien sûr. Comme motif. Je comprends. Ouais, ça passe pas à la télé ni chez Hanouna. Ça passe où ça passe. Hein. Non seulement ça, mais dans certaines, et là je vais un petit peu cafeter, certains médias dits alternatifs, comme une radio soi-disant subventionnée par l'État que dirige Poutine, où nous avions été interviewés dimanche dernier. Voilà. Bon, enfin, c'est tombé en fait un petit peu à la poubelle nos interviews. Ah bon voilà. Ah, t'as vu qu'il n'y a pas eu grand chose qui est passé à l'antenne? Rien du tout. Rien. Ils ont pas diffusé nos interviews, ce qui fait que c'est sans doute le sujet tabou. Voilà.
en dehors de toi et d'autres médias. Même chez Arte, c'est compliqué, c'est pas possible. C'est incroyable, quoi. Bon, c'est vrai qu'ils doivent avoir leur accréditation, ils ont été refusés pour parler de ce qui se passe à l'Élysée, etc. Voilà, donc ils peuvent plus rentrer à l'Élysée. Ils ont peur de ne plus pouvoir rentrer là où ils pouvaient rentrer auparavant, avec si jamais ils traitent ce type de dossier. Ouais. Donc voilà, ils sont un petit peu... Ce ne sont pas des dossiers, ce sont des êtres humains, ce sont des enfants, des mères de famille qui perdent beaucoup. Il ne faut jamais l'oublier, hein, c'est des êtres vivants et des enfants en plus, très malléables d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'il devient facile de leur inculquer, une fois qu'ils sont séparés de leur famille, tout ce qu'on veut. On peut faire à un enfant, sans son consentement, des choses qui se produisent, dont on ne va pas parler là, mais assez fréquemment en fin de compte. Et ça aussi, c'est un sujet très tabou. Hein. On entend, à Paris-Élise Lucet par exemple, je parle de pédocriminalité. Oui, je l'ai précisé. Ouais. Voilà. Qui a refait un reportage où elle parle de la team Moore récemment sur la pédocriminalité et les enfants abusés sexuellement. Oui. Mais combien il y en a, quoi, dans les médias conventionnels? On va dire quoi, une dizaine en 5 ans à tout casser. On parle de ça. Et encore récemment, il y a eu une interview à propos de l'affaire Olivier Duhamel sur CNews, je crois. Une intervention d'un type qui a fait une blague sur les pédophiles, quoi. Et tout le monde s'est mis à rire. Comme si c'était normal, une situation normale à l'heure actuelle, quoi. C'est tout à fait intolérable, ce genre de truc. Comment tu fais bien de le dire, j'ai été témoin, j'ai vu ça, ouais, c'est incroyable. C'est du délire. Qu'on puisse encore se moquer avec des blagues sur la pédophilie. Ouais. Voilà, je sais pas comment on peut se moquer de la souffrance des enfants. Et en plus, on essaye de générer, à mon avis, une habituation, une habitude, que ça devienne monnaie courante. C'est un pédiatre qui a fait la blague, un pédiatre. Oui, c'est ça, quoi. Donc, en plus, quoi. Puis on a eu récemment... oui, en fait, et on a eu récemment donc un philosophe qui s'est fait virer de LCI. C'est Finkielkraut. Voilà. Un philosophe. T'es gentil avec lui. Ouais, bon, c'est un gueulard en fait, parce qu'on se rappelle de ces prises de gueule là. S'énerve facilement cette parce qu'il parlait du consentement, par rapport au beau-fils de ce monsieur, qui avait 13 ans à l'époque. Voilà. Ouais, non, parce qu'il a dit en fait, on parle d'un adolescent. Moi je regrette, à 13 ans on n'est pas ado, on est pré-ado. On est ado quand on a 16 ans jusqu'à 19 ans, quoi. On va dire ça comme ça. Et récemment, il n'y a pas eu le consentement sexuel qui est passé à 13 ans. À un moment donné, oui. Je tiens à excuser personne par rapport à ces propos qui ont été tenus, mais en tout cas, j'essaie de comprendre un petit peu la logique de certains. Ça ne veut pas dire que je l'approuve. Oui, en fait, quand on remet dans son contexte cette affaire Duhamel, là, où son beau-fix s'est fait violer, parce qu'on parle de viol, régulièrement dans sa chambre, par Olivier Duhamel, je ne vois pas où le consentement peut venir de la part d'un parent qui a sûrement usé de son autorité sur ce pré-ado. C'est un pré-ado, c'est un enfant. 13 ans, qui est consentement sexuel légal, entre guillemets, hein, je crie au fort, entre guillemets, consentement sexuel légal ou pas. Qu'il y ait ça ou pas, un adulte use de son autorité sur un enfant malléable. À 13 ans, on est encore malléable. On est pré-ado, on n'est pas ado. Donc, Finkielkraut... Si ça sort, c'est qu'il y a eu un abus, c'est qu'il y a eu une maltraitance, c'est quelque part, c'est important d'en parler quand tu grandis, parce que sinon tu gardes ça avec toi. Et même tu le gardes même quand t'en parles, mais pour ce jeune homme, pour ce monsieur, maintenant, c'est important d'en parler. Donc, c'est sa sœur qui en parle, mais c'est important pour eux d'en parler, quoi. Ouais, c'est clair. Faut que ça se sache, quoi. Bah, voilà. Pour eux déjà. Ouais, c'est ça. Comme pour ces mères, elles ont besoin d'en parler, il faut que ça se sache. C'est bon pour... il faut que tout le monde parle. Hein. Oui, c'est ça. Il ne faut pas oublier que dans ces âges-là, les enfants, c'est leur corps, ils sont en train de découvrir leur corps. C'est un stade hormonal, en fait. Ils sont prêts... c'est comme une nouvelle éducation pour eux, en fait, à apprendre tout. Et du coup, dès qu'on fait intervenir un adulte comme ça... avec l'autorité, il va finir par se soumettre en gros, quoi. Alors, est-ce qu'on parle de consentement? Non, c'est une soumission, je regrette. Et c'est presque... un crime. Voilà, c'est un crime en fait. Comme on parle de pédocriminalité, voilà. on revient à ce mot-là aussi.
On est dans ce combat aussi, hein. Nous, on fait des manifestations régulièrement, chaque mois, le premier dimanche de chaque mois. Oui. Donc là, c'était dimanche dernier, on était assez nombreux, hein, tu étais là. Et puis, il y a eu du passage, oui. Donc voilà. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de pédocriminalité? Parce que nous, on est un peu dans la provoque, quelque part. Personne n'en parle. Donc on va le faire à leur place, quoi. Les médias font pas leur travail. Donc vous allez faire en tant que médias indépendants le travail à leur place. Et pourquoi est-ce qu'on parle de pédocriminalité avec les placements abusifs, que je rappelle, on appelle maintenant placements illégaux? C'est parce que ça se tient. Parce que tu m'as dit qu'il y a une partie qui sont illégaux. Une partie, donc plus de la moitié selon Pierre Nave, mais en fait, on n'a pas vraiment les chiffres, quoi. Mais c'est des statistiques qui viennent d'où, ce que tu sais? Si c'est une partie font partie des placements illégaux, ça vient d'où cette constatation? Pierre Nave a fait un rapport en 2018. Donc Pierre Nave, il est. Oui, dis-moi. Il était donc ancien directeur de la. Je sais plus si c'est de la DAS ou de l'ASO. Enfin, en 2018, c'est plutôt l'ASO. D'accord, il a précisé certains chiffres alors. Oui, 52%. Donc en fait, 52% des placements sont illégitimes. Illégitimes. Voilà. Ils n'ont pas lieu d'être. C'est ses propres mots. Et ça veut dire que ce mec-là, qui était quand même en position de pouvoir juger et affirmer ces choses-là, il l'a déclaré publiquement quand même, quoi. Donc il y a des raisons de penser que s'il l'a fait, est-ce qu'il a minimisé le chiffre? Ou bien il a dit la vérité de toute façon, il était donc en fin de carrière, voire en retraite. Il travaillait à la SE? Ouais. Donc il l'a dit, quoi. Donc des raisons de penser que la situation est quand même au moins dramatique. Et là, j'utilise une formule parce que... Et il a mis un rapport qui est disponible en ligne, qu'on peut trouver quelque part? Ouais, vous tapez sur internet, vous l'avez, je crois qu'on l'a mis peut-être en lien sur la page Sauvons nos enfants, protégeons l'innocence, il me semble. Sur Facebook? Sauvons nos enfants, protégeons l'innocence. Ouais, il y a une page Facebook. Hein. Ouais, on a cette page-là, on met toutes sortes d'informations. On peut aller chercher chez vous alors, sur votre page? Ouais, sinon on va le faire si c'est pas encore fait. D'accord. De toute façon, mais je pense que c'est important d'avoir une référence c'est clair. Comme celle-ci. Tout à fait, ouais. Et donc, pourquoi c'est lié les placements abusifs et la pédocriminalité? Parce qu'il se passe des choses dans certains dortoirs, dans les foyers où sont placés des enfants indistinctement de leur génération. Oui. Et, il peut y avoir des plus grands comme des plus petits. Ouais, voilà. Donc, quand on parle d'un stade hormonal, on va dire que là, c'est les aînés qui prennent le dessus. Et on a eu des cas de viol d'enfants plus jeunes par leurs aînés, quoi. Entre enfants, ouais. Entre enfants. Et donc, il y a aussi des cas, évidemment, d'éducateurs qui ont profité de la situation. Pourquoi? Parce qu'en fait, je le répète, les enfants sont très malléables. Donc on peut leur faire croire n'importe quoi, on peut leur faire croire que c'est un truc normal, que c'est juste une preuve d'affection, etc. Ou bien que en retour de je ne sais quelle récompense, voilà. Bref, on peut tout imaginer, hein. Donc il y a des affaires comme ça. Il y a des affaires aussi dans les foyers, dans les familles d'accueil. Il y en a des foyers dans les familles d'accueil aussi, des parents qui sont choisis pour accueillir des enfants placés et qui sont maltraitants. C'est inadmissible. Et ça, c'est pas seulement nous et les témoignages des parents qui le disent, c'est aussi des magistrats, enfin des avocats qui le disent. Donc c'est factuel, il y a une constatation de familles d'accueil avec des personnes qui maltraitent, et ça se sait, ils le savent à l'avance et ils vont quand même leur confier les enfants. Oui, c'est comme le fait que on préfère les parents maltraitants plutôt que les parents aimants. Voilà. C'est toujours peut-être à cause d'une certaine crainte de leur sujet, comme le dit Nadia, j'en sais rien. Ouais. Je réserve mon propos là-dessus parce que les raisons sont assez incroyables. Nadia, elle est en direct dans la room. D'accord. Alors, je dis pas tout ce que vous écrivez en live, mais j'ai vu Nadia. Ouais. Okay. Là, on est là, donc corrélativement à ça, au fait que faut dénoncer ces crimes. Oui. D'une part, de manière générale, parce que c'est pas... nous, on défend ce qui se passe en France, évidemment, mais il n'y a pas que la France, quoi. Oui. Il y a des tas d'affaires qui sont passées sous silence, il y en a qui sont passées de manière médiatique, comme l'affaire Dutroux, etc., parce que c'était des réseaux qui étaient mis en lumière, c'est-à-dire c'était gigantesque. Voilà, il y avait des viols en série, on va dire. Mais ce qui se passe finalement de manière plus feutrée, on n'en parle pas. Ce qui se passe
effectivement, il y a des affaires d'inceste et c'est ça que va mettre en exergue les institutions sociales, évidemment, parce que ça, c'est plus facile à combattre. Mais en interne, ils n'en parleront pas. C'est-à-dire les affaires de crimes, de viol qui se passent au niveau des foyers et des familles d'accueil, ils n'en parleront pas. On va justifier, légitimer l'existence de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance, par le fait qu'il existe des viols dans les familles, c'est-à-dire des incestes. Voilà. Et c'est pour ça aussi que l'affaire du Hamel a été mise en évidence. Voilà, c'est une affaire d'inceste, donc quelque part, inconsciemment, on se dit « Ah bah c'est bien qu'il y ait une institution qui fasse en sorte que ce type-là, on aurait dû l'écarter et mettre l'enfant, on aurait dû le placer, etc. » Pour protéger l'enfant. Oui. Voilà. Donc, seulement, ce qu'on ne dit pas, c'est que ça existe aussi en interne. Il y a aussi donc des viols d'enfants au niveau des familles d'accueil et des foyers. La zone n'est pas blanche du tout. Ils placent des enfants pour un aspect financier, 5 et 6 000 euros par enfant et par mois. On ne cessera jamais de le dire, on ne le répétera jamais assez. Et quand c'est un enfant qui est en situation de handicap, ben ça passe à 24 25 000 euros par mois. Vous croyez qu'ils vont passer à côté de cette manne? Jamais de la vie, ils vont continuer, quoi. Et on a eu aussi le témoignage d'une personne qui s'est retirée de l'ASE en tant que... Enfin, elle apprenait, et dans sa formation, oui. On lui a dit, ben voilà, le moyen de renflouer l'aide sociale à l'enfance, c'est de placer des enfants. On lui a dit textuellement, c'était dans sa formation. Renflouer? De renflouer, c'est-à-dire d'apporter... voilà, Ils ont besoin d'être renfloués? Oui, parce qu'ils n'ont jamais assez de locaux. Vous savez qu'ils font construire de plus en plus de locaux pour avoir des foyers. Donc en prévision de futurs enfants, de familles qu'on va détruire pour placer leurs enfants. En prévision de ça, ils construisent de plus en plus de locaux. Ils acquièrent des locaux. Donc ils achètent. Mais apparemment c'est compliqué puisque Mounia m'a dit qu'il y a beaucoup d'enfants qui vivaient dehors aussi. Même oui, qui devaient être placés mais qui ne peuvent pas être placés puisqu'il n'y a pas assez de familles d'accueil. Oui, il n'y a pas assez de familles d'accueil. Alors peut-être que c'est contradictoire, mais je ne sais pas. Ouais. Bon, le fait est que de toute façon, ils ont besoin d'argent. Ouais. Et ils cherchent de plus en plus à avoir de plus en plus de moyens. C'est ce que tu as constaté. Oui, voilà. Donc de toute manière, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils ne vont jamais arrêter de placer des enfants. En essayant de pérenniser une situation au sein des familles de maltraitance, d'inceste, etc., d'abus en général, pour obtenir de plus en plus de fonds. Nous, on dénonce cet aspect financiarisé de l'aide sociale à l'enfance, de la protection de l'enfance. C'est plus une protection de l'enfance pour nous. Ouais. C'est une utilisation, voilà, enfin, je sais pas, je sais même pas quel terme utiliser tellement c'est dégueulasse tout ça. Pour toi, psychologiquement, c'est dur, ça va? T'es pas directement... non, c'est dur. T'es impliqué quand même, quoi. Ah, je suis impliqué, mais c'est dur. Vous ne vous rendez pas compte. Ouais. On voit c'est vrai, des parents qui sont pour la plupart désespérés. Ouais. Et moi, je côtoie particulièrement surtout Mounia, mais ouais. Il y a des moments, là ça va mieux, mais il y a des moments où elle était vraiment 36e dessous. Ouais. Je vais pas vous mentir, hein, parce que quand on perd un enfant, c'est grave, et quand on en perd deux, Et là, en fait, le fait qu'elle se mette à se battre pour essayer de les retrouver, ouais. Ça lui apporte quand même beaucoup, quoi. Et le fait qu'elle soit plus seule, ça la soutient beaucoup moralement. Voilà. Il faut apporter un soutien moral, c'est vrai. C'est important. Mais on prend sur soi beaucoup, hein. C'est-à-dire que je reçois beaucoup aussi... c'est vrai que c'est dur parfois, hein. Mais... quand même, quand je me dis que même s'il y a une souffrance, je ne souffre pas autant que cette maman, oui. ou que ses parents. Mais t'écoutes des témoignages. Moi, je sais que j'ai retransmis plusieurs événements, manifestations contre les placements abusifs et la pédo. Il y a des personnes dans le chat qui étaient horrifiées, et quelque part, toi, tu dois en entendre aussi encore beaucoup plus de témoignages. Oui, il y en a. On n'imagine pas les drames que c'est, les circonstances qu'ils ont vécues. Ouais. Même s'ils les décrivent avec leurs mots, parfois bien, parfois maladroitement. En tous les cas,
c'est très dur à vivre déjà. Donc, moi, je suis rien à côté de ça. Je suis qu'un témoin en quelque sorte de leur drame, même si je ressens parfois la douleur. Ça m'aide en fait cette douleur et c'est comme ça qu'il faut le prendre, à continuer à me battre. Et eux, j'imagine pas à quel niveau de courage ils en sont pour pouvoir arriver à résister à ça. Donc, quelque part, je comprends ceux qui lâchent prise. Néanmoins, plus ils vont se battre, plus ils auront finalement la possibilité de gagner. Parce que si on fait rien, on met ça de côté et on ne gagnera jamais. On part perdant. Il ne faut pas partir perdant. Voilà. Je te remercie Alain. Est-ce que tu peux demander à Mounia si elle veut me dire quelque chose avant que je clôture? Parce que je ne vais pas me rapprocher des personnes là, qui n'ont pas forcément envie d'être filmées. Merci d'être présent. On est à Créteil, dans le tribunal judiciaire de Créteil. Et puis on était là pour écouter ce qu'elle va nous dire Mounia, même Alain. Et ok, bah c'est bon. Merci Mounia. Attends, on arrive. C'est juste, j'allais terminer mon direct, je voulais pas forcément m'approcher des personnes qui veulent pas te filmer, mais je te remercie en tout cas de ta présence, enfin d'avoir dit ce que tu avais à dire. J'espère que j'ai pas été trop brutal dans mes questions, puisque tu t'es revenu sur ce qui s'est passé il y a 7 ans. C'est ça? 3 ans et demi. Pardon, 3 ans et demi. Parce que en fait, t'as un enfant qui a 7 ans. Ouais. 3 ans et demi. Ouais, je te souhaite encore de te battre en fait. C'est ce que tu fais en fait. Oui, je vais pas arrêter. Tu vas pas arrêter. Et je tiens à préciser que le seul moyen qu'on a d'arrêter tout ça est de rendre ça public. C'est notre seul moyen. Donc il va falloir que les parents bougent. On a la chance qu'en fait que vous veniez et tout ça, et merci d'ailleurs, pour nous aider à rendre ça public. Et les parents doivent bouger. Doivent dénoncer, je vois pas ce qu'ils ont à perdre, hein. C'est-à-dire qu'ils là ils sont en train de jouer le jeu de mes enfants se font massacrer à huis clos et ils font ce qu'ils veulent de mes enfants quoi. En gros. Et enfin, je sais pas comment on peut accepter ça. Il est temps aussi de montrer tous les dossiers. Et voilà. Et le seul moyen qu'on aura de sauver nos enfants, c'est de rendre ça public. Là aujourd'hui, je vois pas comment sinon. Par rapport à tes démarches par la suite, ça va passer par quoi? Est-ce que tu sais ce qui va se passer par rapport à tes entretiens? Tu vas retrouver la justice, tu vas retrouver ton avocat, tu sais ce qui va se passer dans les jours qui viennent ou pas? Moi j'ai saisi la cour d'appel, je vais saisir la première présidente, procureur général, je vais saisir l'école de la magistrature par rapport à l'autre qui se fait passer pour une substitut du procureur. Je vais saisir tout ce qu'il y a à saisir et puis je vais pas arrêter, on verra. Voilà. Tu sais comment ça se passe, donc toi tu traites tes dossiers, tu y vas sérieusement et calmement pour que tu puisses rapidement revoir tes enfants en fait. Ouais, j'essaye. Je te le dis parce qu'on en a déjà parlé et quelque part il est important de préciser que tu fais les choses comme il le faut et que tu as compris qu'il fallait pas forcément s'emporter et que ça allait peut-être prendre du temps, quoi, c'est ça hein? Oui, alors ça m'est déjà arrivé de m'emporter. Je dis ça pour les autres. Quand ils se moquent de nous, ça m'arrive de m'emporter. Ouais. Je le dis. C'est parfois, en fait, nous on se dit, ils nous prennent pour des cons et c'est parce qu'ils croient qu'on est cons que nos enfants sont en train de souffrir. C'est-à-dire que si ils nous regardaient en se disant ces gens-là ils ont de l'intelligence, ils joueraient pas ce jeu-là. Et mes enfants n'en paieraient pas le prix. Là c'est parce qu'ils me trouvent débile qu'on en arrive à ce stade. Est-ce qu'il y a un ministre ou un secrétaire d'État qui s'occupe de tout ça? Secrétaire d'État en charge de la protection de l'enfance, mais le vrai problème c'est celui de la justice. C'est-à-dire que là on n'est même plus, moi dans mon dossier en tout cas on n'est plus sur un problème de la protection de l'enfance, même si ça reste un problème. Le plus gros problème c'est la justice, les magistrats en fait. Donc là c'est ministère de la Justice et c'est Conseil supérieur de la magistrature. Pour terminer, quel conseil tu pourrais donner à des mères de famille qui ont le même problème? De nous rejoindre. Des choses à faire ou ne pas faire De nous rejoindre, garder le silence. Et, en fait, eux, ils jouent sur le fait qu'on ait peur qu'on ait honte de placement. Il faut surpasser ça pour nos enfants parce que sinon, en gros, ils feront ce qu'ils veulent de nos enfants. Je ne peux pas vous dire ils pourront les récupérer avant les 18 ans ou pas parce qu'il n'y a pas de logique. On n'est pas dans une logique de protection de l'enfance. Donc voilà, ils font ce qu'ils veulent. Je te remercie Mounia. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Merci. Merci Alain. Salut Rémi. À bientôt aussi. Ok, j'ose pas dire, des fois j'ose pas dire bon courage ou bonne continuation, mais c'est un peu ça, mais bon, c'est tellement facile à dire que... Ah, si, on va continuer, et puis du courage, on en aura. Franchement, c'est un modèle pour nous. Je vais filmer ta bannière. Il faut que je la remette parce qu'elle vas-y, je te laisse. En mode pourri. Là. Parce qu'en fait on est parti sur, tu nous as dit quoi, 50% qui sont placés illégalement. 52%, c'est illégal, illégitime. Donc la justice doit rendre les enfants placés illégalement.
Donc nous, on est tout petit à côté du courage de ses parents, quoi. Ouais. Franchement, on est là en soutien. Nous, on n'est pas vraiment concernés par... Enfin, on est impacté, c'est clair. Mais comme je le répète, on n'a pas d'enfants placés. Ouais. Voilà. Franchement, si on peut faire quelque chose pour ses parents qui sont courageux, ben ouais, on va continuer. Okay. Merci à toi. Merci Alain. À bientôt. À la prochaine. Il n'y a pas de prochain événement prévu si par rapport aux manifs dans Paris, tu m'as dit chaque premier dimanche du mois? Ouais, c'est ça, c'est tous les premiers dimanches du mois. En gros, manifestation, on va essayer de refaire la même, oui. Au même endroit, d'accord. contre les placements hôtel de ville. Et voilà, et contre la pédocriminalité, en espérant qu'il fasse beau et qu'on ne soit pas confiné avec de nouvelles mesures, etc. Voilà. Quoi. Okay. Sinon, on va continuer en semaine régulièrement aussi de faire des actions comme ça, genre devant les tribunaux, etc. D'accord. Donc on vous prévient quand ça recommence. Ok. Merci Alain. À bientôt. De rien. Salut. Je termine sur la banderole. Merci vous tous. Toujours n'hésitez pas. Vous pouvez parler de ce qui se passe autour de vous. Vous pouvez inviter vos contacts. Vous pouvez également récupérer les liens pour les proposer dans vos réseaux sociaux, groupages et profils, pour parler de ce qui se passe ici. On parlait de la page Facebook. On peut la rappeler, la page Facebook ? Sauvons nos enfants, protégeons l'innocence. Sauvons nos enfants, protégeons l'innocence. On tape ça, on le trouve tout de suite. Ouais, c'est bon. Sauvons nos enfants, protégeons l'innocence. Merci.